eh bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour cette session qui s'intitule Le rétrécissement aortique dans tous ses états. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a des formes de rétrécissement aortique qui sont difficiles à évaluer. Il faut évaluer la sévérité du rétrécissement aortique sur différents critères qui peuvent être des critères radiologiques, par imagerie, ou des critères biologiques, etc. Et tout ça pour savoir à quel point il est important d'opérer et quel est le bon timing pour le remplacement de l'air aortique, étant donné qu'on sous-entend encore pour l'instant qu'il s'agit de rétrécissement aortique chirurgical. Donc nous avons 4 présentations qui portent 2 d'entre elles sur le rétrécissement aortique asymptomatique et les examens qui permettent d'affirmer la sévérité de la sténose et la nécessité d'opérer. Un autre qui est sur le cas particulier du rétrécissement aortique avec bas gradient et un flot variable, enfin avec bas gradient, mais qui peut être néanmoins très sévère. Et puis une présentation qui est un petit peu en dehors de ce contexte-là, qui est la place du TAVI chez les patients à bas risque. Alors, pour ne pas perdre de temps, je voudrais donner la parole immédiatement au docteur Julien Ternacle, qui va parler de la sévérité du rétrécissement aortique et l'appréciation de son retentissement sur le cœur. Julien Ternacle, merci d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs du congrès de m'avoir invité pour parler de la sténose aortique et tout particulièrement de faire un point sur l'évaluation de la sévérité versus le retentissement cardiaque. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. J'ai volontairement axé ma présentation sur le patient qui a un rétrécissement aortique serré asymptomatique, puisque c'est essentiellement chez ce patient que se pose la question de l'intervention précoce versus la surveillance rapprochée. Et cette discussion doit se baser sur 2 paramètres essentiels. Le premier, c'est l'évaluation du risque chirurgical qui dépend de l'âge, des scores de risque et des comorbidités et de la fragilité du patient. Et le deuxième point, c'est le risque de survenue d'un événement cardiaque majeur dans les mois et années ultérieures, qui, lui, dépend essentiellement de la sévérité de la maladie et de son retentissement. Je pense que vous n'avez pas loupé cette publication qui est sortie il y a à peu près 1 an sur une population asiatique où ont été randomisés des patients qui ont une sténose aortique serrée asymptomatique avec une FEVG préservée, donc aucune recommandation d'intervention de classe 1, et les patients ont été randomisés entre chirurgie précoce et traitement conservateur. Les résultats sont assez impressionnants puisque avec seulement 70 patients inclus dans chaque bras, vous voyez que la chirurgie précoce protège les patients des événements cardiovasculaires, aussi bien sur la mortalité opératoire ou cardiovasculaire, mais également sur la mortalité toute cause. Donc vous me direz, le topo peut s'arrêter là. Il est clair que quand on a un rétrécissement aortique serré asymptomatique, il faut intervenir, quelle que soit la sévérité ou le retentissement. Non, pas tout à fait, parce qu'il s'agit d'une population donc asiatique qui a souvent une sténose aortique serrée à un âge un peu plus jeune. Ici, vous voyez que les patients avaient 65 ans en moyenne, 64 ans, un Euroscore qui est très bas, donc un très faible risque opératoire. Plus de la moitié des patients avaient une bicuspidie, et les patients avaient un rétrécissement aortique très serré. Vous avez tout en bas la ligne que j'ai extraite de l'étude, qui était le critère d'inclusion. Vous voyez que la Vmax est en moyenne au-delà des 5 mètres, et le gradient moyen au-delà des 60 mm de mercure. Donc, dans une population avec un très faible risque opératoire et une sténose aortique très serrée, il y a une indication à intervenir, et des études antérieures, comme cette étude française de 2017, avaient déjà montré ça. Lorsqu'on a une Vmax au-delà de 5 mètres par seconde, on a un moins bon pronostic, et les recommandations sont également en accord avec ça, puisque vous voyez que dans les recommandations américaine, le cut-off de 5 mètres chez les patients à faible risque opératoire est une indication à faire un remplacement valvulaire aortique avec un niveau 2A. Les recommandations européennes sont un petit peu plus frileuses, avec une Vmax qui est fixée à 5,50 m, mais qui viendra peut-être à changer dans les prochaines recommandations. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un intérêt à évaluer la sévérité de la sténose aortique, notamment la vitesse maximale transvalvulaire, pour indiquer une intervention chez un patient asymptomatique, du moment qu'il est à faible risque. Vous remarquerez également que dans les recommandations, il est écrit chirurgie, donc c'est remplacement valvulaire aortique chirurgical, puisqu'on n'a pas encore d'études chez le patient asymptomatique avec une intervention par TAVI.
Justement, en parlant de ça, il y a cette étude qui est en cours, Early TAVR, qui est une étude qui randomise actuellement des patients entre le TAVI transfémoral et la surveillance clinique, des patients qui ont une sténose aortique serrée asymptomatique avec une FEVG préservée. Donc les résultats seront très intéressants pour savoir quelle est la place du TAVI chez ces patients. Donc, il n'y a pas que la sévérité, le retentissement est également important à évaluer, comme le disent les recommandations aussi bien françaises, enfin européennes qu'américaines. Lorsqu'on a une dysfonction ventriculaire gauche avec une FEVG à moins de 50%, on a une indication de classe 1 à faire une intervention. Donc ça, c'est le retentissement sur la fonction cardiaque. Les recommandations européennes vont un peu plus loin avec l'hypertension artérielle pulmonaire confirmée par mesure invasive. Alors, quand on est au-dessus de 60 mm de mercure, chez un patient à faible risque opératoire, il y a une indication à intervenir. Mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin que les recommandations? Oui, la FEVG avec le seuil de 50% est probablement pas un seuil optimal. Vous voyez que dans cette étude française, les patients qui avaient une FEVG à moins de 55% avaient un moins bon pronostic par rapport à ceux qui avaient plus de 55%. D'autres études sont venues confirmer ces résultats avec parfois même un seuil à 60%. Donc probablement qu'on doit rehausser le seuil d'indication opératoire chez ces patients asymptomatiques. Est-ce que le strain longitudinal peut nous améliorer encore cette évaluation du risque? Oui, une méta-analyse française avec un seuil à 15%, lorsque le strain longitudinal était inférieur à 15%, les patients avaient un moins bon pronostic. Également, lorsque la FEVG était à plus de 60%, c'est le schéma de droite et le schéma B. Vous voyez que quand les patients ont une FEVG considérée comme vraiment normale, plus de 60%, le strain permet encore de discriminer la survenue ou pas d'événements. Un autre paramètre très intéressant, c'est le volume d'éjection systolique. Le volume d'éjection systolique est intéressant, pourquoi? Parce qu'il reflète à la fois la pompe cardiaque, mais également son remplissage, la présence de fuite valvulaire tricuspide ou mitrale et la fonction ventriculaire droite. Tous ces paramètres influencent le volume d'éjection. Et dans cette étude française, on avait remarqué que lorsque le volume d'éjection était abaissé chez des patients asymptomatiques, possisymptomatiques avec un haut gradient, le fait d'avoir un volume d'éjection bas était de mauvais pronostic. Donc, est-ce qu'on pourrait intégrer tous ces paramètres dans une seule étude? Oui, les Canadiens, les Québécois, nos amis québécois l'ont fait. Ils ont fait un staging, c'est-à-dire une classification en stade du retentissement cardiaque chez ces patients asymptomatiques qui ont une sténose aortique. Vous voyez qu'ils ont classé les patients en 4 groupes. Le stade 0, il n'y a pas d'atteinte cardiaque. Le stade 1, ça touche que le ventricule gauche, l'hypertrophie, la dysfonction infraclinique avec le strain ou la FE en dessous de 60%. Le stade 2, c'est l'atteinte de la valve mitrale ou de l'oreillette gauche. Le stade 3 et 4, c'est l'atteinte du système pulmonaire ou du ventricule droit de la valve tricuspide. Et ce qui était intéressant, c'est que vous voyez qu'il n'y avait que 12% des patients asymptomatiques, une sténose aortique serrée, qui n'avaient pas de retentissement cardiaque. Et 14% d'entre eux, alors qu'ils étaient asymptomatiques, avaient quand même une hypertension artérielle pulmonaire ou une dysfonction du ventricule droit, une insuffisance tricuspide. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque on regarde les événements chez ces patients, plus on a de retentissement cardiaque, plus le pronostic est sombre. À 8 ans, on avait 40% de mortalité chez les patients qui avaient un stade 3 ou 4 de cette classification. Cette classification était donc pronostique, et ce même après ajustement à des paramètres importants comme l'âge et la sévérité de la Vmax, la sévérité de la sténose aortique. Donc, en conclusion, je dirais qu'il ne faut pas opposer sévérité et dommage cardiaque. Les deux doivent être pris en considération quand on a un patient asymptomatique qui a une sténose aortique serrée. On peut stratifier en disant, en premier, on évalue la sévérité, et si mon patient est à faible risque opératoire et qu'il a une sténose aortique très sévère, il y a une indication à intervenir. Si ce n'est pas le cas, on peut évaluer le dommage cardiaque en utilisant pourquoi pas la classification qui était proposée par nos amis québécois. Même si ce n'est pas dans les recommandations, on peut proposer une intervention si on pense que le patient va vraiment bénéficier de l'intervention, ou en tout cas, ça peut aider à avoir une stratification plus personnalisée au patient, surtout pour son suivi, voire faire un suivi beaucoup plus rapproché que ce qu'on aurait fait de façon classique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Dr Ternacle, pour votre très belle présentation. Je pense qu'il y a quelques questions qui peuvent se poser. J'ai remarqué simplement dans la classification de nos amis canadiens, d'ailleurs ça s'adresse aussi à Philippe Pibaro, mais dans la classification qui est très intéressante puisqu'elle prend en considération tous les paramètres finalement pour arriver à la notion de sévérité du rétrécissement aortique et nécessité d'opérer, il n'est pas du tout mentionné le BNP par exemple. Est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il serait logique de le rajouter un jour ou l'autre dans cette classification en 4 grades?
Merci pour cette question, c'est une très bonne question. Le BNP est effectivement un paramètre important à prendre en considération, qu'on prend au quotidien en considération dans l'évaluation. Je pense effectivement qu'une analyse clinico-biologique imagerie elle serait vraiment complémentaire et je pense qu'il serait intéressant d'intégrer des biomarqueurs, alors que ce soit le BNP ou peut-être d'autres biomarqueurs également qui sont en cours d'étude, pourraient implémenter cette classification. Exact. D'accord. Oui, Julien, je pense que c'est un bon point que vient de soulever Alain. Le BNP, je pense à son rôle et les travaux notamment de Marie-Annick Clavel l'ont bien démontré. Et c'est d'ailleurs un paramètre qui est dans les recommandations européennes. Lorsque le BNP est de 3 fois au-dessus de la normale, ça peut être un critère pour éventuellement intervenir. Je pense que ce qui est important, c'est d'interpréter la valeur du BNP, hein, comme on en discutait souvent. C'est de vraiment plus regarder le ratio de BNP par rapport à la normale selon l'âge et le sexe, et ou le changement dans le temps. Ce que je pense qui est le plus utile d'un point de vue clinique, c'est lorsqu'on suit un patient, on a un niveau de BNP et s'il augmente tout à coup à la faveur d'un suivi, je pense que c'est là peut-être qu'on devrait considérer l'intervention. Moi, j'ai une question pour toi, Julien. Je sais qu'on a souvent discuté, puisque tu étais chez nous. Est-ce que comment tu vois le rôle du score calcique un petit peu dans tout ça? On va en discuter dans la prochaine présentation aussi, mais c'est un paramètre que je dirais prend du galon, qui avait déjà été inclus dans les recommandations européennes, qui là est mentionné également dans les récentes recommandations américaines. Donc, comment tu vois le rôle du score calcique par scanner dans ta pratique? Le score calcique, actuellement, en tout cas, nous, on l'utilise très fréquemment pour les patients qui sont discordants lorsqu'il y a un doute diagnostique. Il reste quelques zones d'ombre pour certains patients. C'est vrai que, en fait, quand on reprend les études de Marie-Annick, le score calcique a été validé principalement chez des patients avec des débits conservés ou des hauts gradients. Dans le cadre du bas gradient, et notamment pour un sujet que je connais un peu, l'amylose, on ne sait pas très bien si c'est valide chez ces patients. Il serait intéressant aussi d'avoir des seuils, parce qu'on a des seuils plutôt de diagnostic, probablement qu'il y a des seuils diagnostic et qui impliquent aussi du pronostic, mais on n'a pas de seuils qui pourraient être implémentés. Par exemple, on pourrait imaginer certains seuils qui pourraient être implémentés dans la stratification pour définir quelqu'un qui est à très haut risque et très serré et qui serait à risque de complications plus élevées. Ce qui serait intéressant aussi, c'est l'évolution du score calcique. On a des patients qu'on suit qui sont un peu borderline. Si on avait une franche élévation du score calcique, on pourrait également probablement stratifier ces patients. Ça pourrait être intéressant d'avoir des suivis. Je vois que j'ai dépassé un peu le temps. Ça fait une belle, je pense, transition vers notre prochain orateur, qui est le docteur Augustin Coine, qui va justement nous parler de comment confirmer la sévérité d'une sténose aortique à bas gradient. On sait que peut-être une des entités les plus difficiles, je dirais, à diagnostiquer et à traiter dans les maladies valvulaires, c'est la sténose aortique à bas gradient. Donc, Augustin, merci d'être là et de présenter ce sujet. Alors bonjour à tous. On va voir aujourd'hui comment quantifier la sévérité d'une sténose aortique serrée dite à bas gradient. Alors voici mes conflits d'intérêts. Alors globalement, quelle est la définition de ce RAO serré dit à bas gradient? Il est défini par une surface valvulaire supérieure ou égale à 1 cm² à un gradient non pas supérieur mais inférieur à 40 mm de mercure. Il y a 3 grands cadres nosologiques. Soit vous avez une FEVG inférieure à 50%, c'est le RAO low flow low gradient classique, soit la FEVG est supérieure ou égale à 50%, et vous regarderez alors le volume d'éjection systolique indexé. S'il est supérieur à 35 ml par mètre carré, on parle de RAO normal flow low gradient, et s'il est inférieur ou égal à 35 ml par mètre carré, on parle de RAO avec un bas débit bas gradient paradoxal. Il faut savoir que la corrélation entre les paramètres, elle n'est pas parfaite. Effectivement, lorsqu'on compare ça avec des formules de Gorlin, on se rend compte qu'il y a des discordances dans 25 à 30% des cas, et qu'un gradient moyen à 40 mm correspondrait plutôt à une surface à 0,75 cm²,
un pic de vélocité à 4 mètres plutôt à une surface à 0,82 cm². C'est ce que l'on voit dans la pratique quotidienne et dans la littérature. Ces RAO low gradient, c'est 35 à 40% de la population, avec des pronostics qui sont un petit peu différents en fonction du cadre chronologique et qui sont un petit peu débattus. Alors, première chose, c'est faire attention aux erreurs de mesure. La plus fréquente, c'est la mesure de la chambre de chasse du ventricule gauche. C'est important parce que vous allez la mettre au carré. Vous devez la mesurer, comme vous voyez sur la flèche verte, juste sous l'anneau. Vous devez ignorer, comme la flèche rouge à droite, le calcium et le comparer, si possible, à la chambre de chasse théorique, qui est définie par 5,7 fois la surface corporelle plus 12,1. Si vous avez une variation de plus de 2 mm, vous devez suspecter une erreur. Autre chose, faites bien attention à votre Doppler pulsé, un flux si possible laminaire avec un clip de fermeture. Ne faites pas comme le flux au centre, mettez-vous pas trop loin dans la valve aortique. Modifiez bien votre vitesse de défilement et bien sûr comparez votre stroke volume en équation de continuité avec celui en Simpson ou en 3D. S'il n'y a pas de fuite mitrale, ça doit être exactement les mêmes. Vous devez également, en Doppler continu, multiplier les incidences, notamment la parasynale droite, qui n'est pas toujours réalisée. Elle permet d'éviter l'angle entre le VG et l'aorte et de reclassifier le RAO, vous voyez, dans 23% des cas selon la littérature. Vous devez également utiliser la sonde PEDOF. Je vous invite à le faire parce qu'elle permet de reclassifier le RAO d'à peu près 25% des cas. Vous avez également des paramètres dynamiques, d'éjection dynamique. L'index de perméabilité est le plus connu, l'ITV sous-aortique divisé par l'ITV aortique, qui doit être inférieur à 0,25. Si vous avez une surface inférieure à 1, mais un index de perméabilité supérieur à 0,25, c'est probablement que vous avez fait une erreur dans votre mesure de chambre de chasse. Vous devez également analyser et mesurer le temps d'éjection, temps d'accélération aortique, qui doit être supérieur à 110 millisecondes en faveur d'un RAO serré. Et si le temps d'accélération rapporté au temps d'éjection est supérieur à 0,36, c'est également en faveur d'un RAO serré. Alors, quelle est la place de l'échographie de stress? À l'heure actuelle, elle est uniquement recommandée pour le RAO low flow low gradient dit classique avec une dysfonction ventriculaire gauche. Comment est-ce qu'on fait? On va commencer par un stress dit faible dose, 2,5 à 5 gamma km, augmenter toutes les 3 à 5 minutes la dose, avec une dose maximum de 20 gamma km. On arrête l'injection lorsqu'on atteint cette dose maximum ou lorsqu'on a un résultat positif. Lorsque la fréquence cardiaque prend 10 à 20 battements par minute, on essaye d'avoir un effet inotrope positif et pas un effet chronotrope positif, ou lorsqu'on a des symptômes, une chute de la tension artérielle ou une arythmie significative. L'objectif de cet écho de stress est d'évaluer la présence d'une réserve contractile définie par un volume d'éjection systolique qui va augmenter de 20%. Lorsqu'il augmente de plus de 20%, on pourra conclure. Soit vous avez comme à gauche une surface qui reste inférieure à 1 cm², un gradient qui augmente à plus de 40, c'est le vrai RAO sévère, et à ce moment-là, il faudra proposer une prise en charge invasive. Soit la surface augmente et devient supérieure à 1 cm², avec un gradient toujours inférieur à 40, c'est le RAO dit pseudo-sévère, donc il faudra proposer une prise en charge par un traitement d'insuffisance cardiaque. Lorsque le stroke volume n'augmente pas de plus de 20%, vous ne pouvez pas conclure, et donc on fera le score calcique valvulaire. On parlera de RAO sévère lorsqu'on dépasse les 2000 unités de field chez l'homme et 1200 chez la femme. Sinon, on parle de RAO pseudo-sévère. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas prendre en charge les patients s'il n'y a pas de réserve contractile, c'est juste qu'ils sont plus à risque post-opératoire. La place du CT scanner, la place première, c'est la place, en tout cas une des places, la place hybride. Vous savez qu'on ne va pas mesurer le plus grand diamètre de notre chambre de chasse en échographie, mais le diamètre entre le bord libre de la sigmoïde antéro-droite et le bord libre de la postérieure, comme vous voyez sur la flèche rouge, sur un anneau qui n'est souvent pas arrondi, mais plutôt ovalaire. Donc certains auteurs proposent de mesurer l'anneau en CT scanner et d'intégrer cette mesure, cette surface, dans la formule mathématique du calcul de la chambre de chasse du ventricule gauche. C'est surtout vrai, et ça permet de reclassifier le RAO dans le RAO normal flow low gradient, c'est moins vrai dans le low flow low gradient. Et donc la définition du RAO serré n'est plus de 1 cm² lorsqu'on prend cette technique hybride, on a plutôt des événements à partir de 1,2 cm². Enfin, la dernière place du score calcique, c'est c'est le score calcique valvulaire qui vient corréler au VTS maximal. Et les différentes études de la littérature sont à peu près concordantes. On retient le diagnostic de RAO serré lorsqu'on a un score calcique supérieur à 2000 chez l'homme et 1200 chez la femme, comme on l'avait vu précédemment. Donc, en conclusion, vous avez un RAO low flow low gradient, un RAO low gradient.
Vous allez dans un premier temps vérifier la fiabilité de vos différentes mesures comme on l'a évoqué. Vous pouvez également utiliser ces techniques dites hybrides en prenant la chambre de chasse en CT scanner. Ensuite, vous allez devoir confirmer votre sévérité. Soit vous avez une fraction d'éjection ventriculaire gauche qui est normale, on fera directement le score classique valvulaire, 2000 chez l'homme, 1200 chez la femme. Ou alors, on a une FEVG altérée, on fera l'échographie de stress avec l'objectif d'augmenter le stroke volume de 20%. Si la surface est inférieure à 1, le gradient devient supérieur à 40, on a notre conclusion. Si on n'a pas la conclusion, on passera au CT scanner. Et juste un mot à la fin pour vous dire qu'il y a un PHRC national qui s'appelle ROTAS qui est en cours, qui permet d'étudier l'impact de la prise en charge dans les RAO low flow low gradient. Les gens sont randomisés en chirurgie versus stratégie de surveillance et je vous invite à inclure les gens dans ce protocole. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Oui, alors donc, en ce qui concerne cette présentation du Dr Kwan qui était très, très intéressante, j'avais une question personnelle. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une place éventuellement pour le cathétérisme cardiaque dans le cas de doute sur un rétrécissement aortique sévère avec gradient bas? On avait l'habitude de faire ça, de vérifier le gradient hémodynamique et même éventuellement de compléter en cas de calcification valvulaire par une dilatation un peu diagnostique, une dilatation valvulaire qui permettait de voir s'il y avait les répercussions sur la fonction ventriculaire gauche d'une dilatation aortique. Est-ce que c'est encore logique de faire ça? Alors merci pour cette question. Alors nous dans notre centre à l'heure actuelle on le fait plus parce qu'on a assez, je pense et je trouve, d'outils diagnostiques, que ce soit échographique ou scanographique, que ce soit l'échographie standard, plus ou moins du stress, et le scanner avec le calcul du score classique. C'est des choses que l'on fait plus compte tenu du caractère invasif de tout ça dans notre équipe. Très bien, ben, je pensais que vous alliez répondre à ça et je suis assez d'accord avec vous, bien sûr. Alors, j'en profite puisqu'on a le pionnier du TAVI comme modérateur de cette session, Alain Cribier, pour justement, Augustin, suite à cette superbe présentation, te demander quel est ton algorithme entre le choix entre TAVI versus chirurgie pour ces patients qui sont une catégorie de patients difficiles. Est-ce qu'il y a encore une place pour la chirurgie? Est-ce que tu fais TAVI dès que tu as une sténose aortique à bas débit, bas gradient? Donc, quel est un peu ton algorithme décisionnel pour choisir une intervention plutôt que l'autre? C'est une très bonne question. Alors déjà, je ne le fais pas tout seul. On essaie quand même d'en discuter à plusieurs en hard team. On a quand même souvent tendance pour ces gens qui sont dans leur phénotype des patientes, souvent des femmes âgées avec des grosses comorbidités, des facteurs de risque cardiovasculaire, à les adresser préférentiellement en première intention au TAVI. D'autant plus que maintenant on a l'étude, le PHRC qui est en cours, la ROTAS, où on randomise les gens, donc on essaie de les inclure dans ce protocole-là. Mais globalement, en première intention, effectivement, on va plutôt s'orienter vers le TAVI dans cette population-là. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'il est temps de passer à la communication suivante. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Luc Pierrard on va revenir sur le RA asymptomatique et ses difficultés diagnostiques et pronostiques en évaluant l'intérêt du BNP, du dosage du BNP et du test d'effort dans le rétrécissement aortique serré asymptomatique. Bonjour à tous. Chez les patients présentant une sténose aortique sévère asymptomatique, se pose le dilemme entre une chirurgie précoce avec des complications liées à la procédure ou des complications plus tardives par rapport à une surveillance attentive avec un risque d'événement ou d'évolution vers une dysfonction irréversible du ventricule gauche, de la circulation pulmonaire. Dans l'algorithme de prise en charge de ces patients, le test d'effort vient en premier lieu et en cas de symptômes classiques qui sont induits par l'effort, il s'agit d'une classe 1 de recommandation selon les critères américains ou européens. Le but de test d'effort, c'est de démasquer de façon objective la survenance de symptômes chez des patients qui se
trouve asymptomatique. L'écho d'effort peut éventuellement aussi identifier l'origine cardiaque de la dyspnée. Une des premières études, et une des plus importantes, est celle de Das et Chambers, qui montre que le test d'effort a une valeur prédictive négative élevée, absence de symptômes, absence de symptomatologie qui se développe au cours de la première année. Par contre, la valeur prédictive positive, si elle est élevée à 79% chez les patients actifs de moins de 70 ans, tombe à 45% chez des patients plus âgés, ceux que nous avons l'habitude de rencontrer. En fait, le test d'effort est sans risque et malgré cela, une enquête vaste récente européenne a montré que seulement 6% des patients présentant une sténose aortique sévère asymptomatique sont soumis à un test d'effort. L'échocardiogramme d'effort chez ces patients asymptomatiques peut être utile. 2 études ont montré la valeur supplémentaire sur le plan pronostic de l'écho d'effort par rapport à l'écho de repos ou au test d'effort classique. Dans notre étude publiée déjà il y a 15 ans, une augmentation du gradient moyen de plus de 17 mm de mercure était associée à un risque d'événement plus important. Une deuxième étude, cette fois multicentrique, chez des patients réellement asymptomatiques après un test d'effort normal, montrait une valeur seuil assez proche de 20 mm de mercure avec des survies sans événements très différentes. Une étude plus récente chez des patients asymptomatiques, étude rétrospective avec peu d'événements, a montré l'absence de relation entre l'augmentation du gradient moyen et les événements, avec 3 catégories: les patients qui augmentent leur gradient moyen, ce qui implique une réserve inotrope présente, d'autres qui ont des changements dans la marge physiologique et d'autres qui ont une décroissance. Autre paramètre qui peut être étudié pendant une écho d'effort, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire. Au repos, 50 mm de mercure est la valeur seuil dans les recommandations européennes. Peu de patients réellement asymptomatiques ont cette valeur. Il y a à peu près la moitié des patients qui développent une hypertension artérielle pulmonaire pendant l'effort avec une survie sans événement significativement différente. Alors que ces paramètres étaient inclus dans les recommandations européennes de 2012, le fait que ce soit des petites séries et non confirmées a entraîné la disparition de ces critères en 2017. Pour obtenir un paramètre plus objectif, notamment de la dyspnée, une ergospirométrie peut être effectuée. Et parmi plusieurs études, celle-ci montre qu'un pic de VO2 supérieur à 80% des valeurs prédites était associé à une meilleure survie sans événement. Qu'en est-il du BNP? Il y a eu de nombreuses études qui montrent que le BNP est en relation avec les symptômes, la sévérité de la maladie et l'évolution, mais la plupart sont rétrospectives, étudient des populations très sélectionnées avec un suivi relativement court, avec des critères d'évaluation qui incluent le remplacement valvulaire aortique, des essais pour doser le BNP qui ne sont pas harmonisés, différentes valeurs seuil de BNP et non ajustées, notamment pour l'âge et le sexe. D'autres possibilités, c'est de vérifier si le taux de BNP augmente au cours du suivi. Et vous voyez cette dia qui montre que lorsque le BNP augmente de plus de 20 picogrammes par millilitre par année, la survie sans événement est nettement différente. Autre possibilité, c'est de doser le BNP non pas au repos, mais à la fin du test d'effort. Et on voit qu'en fonction de ces changements induits par l'effort de ce taux de BNP, le tertile numéro 3 a une évolution nettement plus défavorable. L'étude la plus importante est une étude publiée par Clavel, consistant en pratiquement 2000 patients consécutifs, avec une recherche de l'activation clinique du BNP, c'est-à-dire en tenant compte de la valeur normale du BNP spécifique à chaque patient, et en établissant le rapport de BNP, c'est-à-dire le rapport entre le BNP mesuré et la valeur maximale normale pour l'âge et le sexe.
On voit sur cette diapositive la mortalité à 1 an, 3 ans et 5 ans, ajustée pour un certain nombre de paramètres, et une mortalité qui est nettement plus élevée, en particulier lorsque le rapport est supérieur à 3. Et si on regarde les courbes de Kaplan-Meier, on voit qu'il y a des différences significatives en fonction de ce rapport, et en particulier lorsqu'il est supérieur à 3, un taux de mortalité de pratiquement la moitié, de 50%, chez des patients dont la fraction d'éjection est normale et qui n'ont pas fait d'infarctus du myocarde. Donc, les messages, c'est que le test d'effort est recommandé pour démasquer les symptômes, il est sans risque, mais il est réalisé chez une minorité de patients asymptomatiques. La dyspnée qui est induite par l'exercice peut être due à d'autres facteurs que la valve, la sédentarité, l'obésité, l'anémie, la BPCO. L'écho d'effort me paraît utile, mais les variables qui ont été étudiées ne sont pas incluses dans les guidelines. L'ergospirométrie peut également être utile pour la stratification du risque. Le BNP peut certainement stratifier le risque, mais nécessite d'être ajusté au minimum pour l'âge et le sexe. Et si l'on utilise le rapport BNP, BNP mesuré divisé par le BNP attendu, lorsqu'il est supérieur à 3, c'est associé à une mortalité excessive. Donc, ce rapport de BNP donne lieu à une valeur pronostique supplémentaire par rapport aux paramètres cliniques et échocardiographiques. Dans le suivi et à chaque suivi, en particulier dans les hôpitaux qui présentent une clinique des valves, à la fois le BNP, et lorsqu'il est ajusté, et le test d'effort devrait être obtenu à chaque examen de suivi. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Je crois que Philippe est Philippe Barrault est un spécialiste dans ce domaine. Donc, est-ce que Philippe a des questions à poser au sujet de cette présentation du docteur Pierrard? Certainement. Luc, est-ce que en fait, on a parlé BNP versus test à l'effort pour éventuellement identifier des patients asymptomatiques qui pourraient mériter d'une intervention plus précoce. Est-ce que des fois tu les combines en ce sens? Est-ce qu'il y a un intérêt justement à faire un BNP pendant l'épreuve d'effort? Est-ce qu'il y a une valeur incrémentale ou est-ce que c'est pas vraiment intéressant? Mais dans le cadre des évaluations de suivi, on fait effectivement à la fois le BNP et le test d'effort. On sait qu'en Europe, il y a très peu de tests d'effort qui sont effectués dans ce contexte, à peu près 6%, donc c'est beaucoup trop peu, même si c'est une indication assez forte. Il y a effectivement une expérience du BNP en post-effort, disons 15 minutes après la fin de l'effort, qui a montré dans un groupe bicentrique, Liège et Québec, qu'il y avait une valeur supplémentaire à utiliser le BNP d'effort ou post-effort immédiat par rapport aux données échographiques, aux données du test d'effort lui-même ou même du BNP au repos. Donc on fait souvent et le repos et l'effort en privilégiant peut-être les valeurs de l'effort. Moi, j'aurais une question à ce sujet-là. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait une discordance entre les résultats du BNP et les résultats de l'épreuve d'effort? Est-ce qu'il arrive que l'épreuve d'effort soit négative et le BNP positif ou l'inverse? Parce qu'on est quand même dans un système d'évaluation qui est totalement différent. Et pour les personnes âgées qui ont un RA, l'épreuve d'effort, c'est quand même quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre, alors que le BNP, c'est rien. Donc, oui, le test d'effort, c'est surtout pour démasquer des patients qui se disent asymptomatiques mais qui ne le sont pas. Le BNP, on a évoqué tout à l'heure l'expérience et le très beau papier de Marianne Clavel qui montrait la stimulation du BNP et ce quotient entre le BNP observé et le BNP prédit en fonction de l'âge et le sexe. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution du BNP au cours du temps. Une élévation, il y avait eu un seuil de plus de 20 picogrammes par millilitre par rapport à l'examen précédent, était prédictif d'événements, avec toujours le problème de ces événements qui combinent le plus souvent, sauf dans le papier de Marianne Clavel, la mortalité et la nécessité de procéder à un remplacement valvulaire aortique.
Merci beaucoup, Luc, pour cette belle discussion. On va donc passer à l'orateur suivant, qui est le docteur Hervé Le Breton, qui va nous parler d'un autre sujet chaud, la place du TAVI chez les patients à bas risque. Donc, Hervé, merci de prendre la parole. Chers collègues, l'implantation d'une valve aortique par voie transcathéter est devenue une technique bien établie dans le traitement du rétrécissement aortique du patient à haut risque et à risque intermédiaire, a fortiori âgé. La question qui m'est posée est la place du TAVI chez les patients à bas risque opératoire. Ici, mes conflits d'intérêts. Mon conflit d'intérêt principal étant que je suis un cardiologue interventionnel pratiquant le TAVI, et donc le point de vue qui va vous être exposé est celui d'un cardiologue interventionnel. Tout d'abord, rappelons les indications actuelles du TAVI. Le TAVI est devenu la technique de référence chez les patients de plus de 80 ans, quel que soit leur niveau de risque opératoire. C'est aussi la technique de référence chez les patients de moins de 80 ans à risque opératoire élevé. La chirurgie reste le traitement de référence chez les patients de moins de 80 ans à faible risque opératoire. Et enfin, chez les patients de moins de 80 ans à risque intermédiaire, la discussion est faite en réunion de concertation pluridisciplinaire et la décision prise. En 2019, 2 études randomisées ont été publiées qui comparent le TAVI à la chirurgie chez les patients à faible risque opératoire. L'étude Partner 3 avec la valve Edwards, qui est une valve mise en place à l'aide d'un ballon, et l'étude Evolute Low Risk avec la valve Medtronic, qui est une valve auto-expansive. 1000 à 1500 patients ont été inclus dans chacune de ces 2 études. Tout d'abord, quelle est la définition du patient à bas risque? Dans l'étude Partner 3, le bas risque opératoire a été défini par une mortalité opératoire estimée par le score STS de moins de 4%. Dans l'étude Evolute Low Risk, la définition était une mortalité opératoire estimée de moins de 3%. Dans la vraie vie, le patient à bas risque est un patient de moins de 80 ans, sans fragilité, sans comorbidité sévère, avec une fonction ventriculaire gauche préservée et sans hypertension pulmonaire sévère. Et on pourrait même ajouter l'absence de thorax hostile. Sur cette diapositive, les résultats des 2 études sur le critère principal. À gauche, l'étude Partner 3, qui a montré que le TAVI était supérieur à la chirurgie sur un critère combiné décès, accident vasculaire cérébral et réhospitalisation à 1 an. À droite, l'étude Evolute Low Risk, elle, a montré la non-infériorité du TAVI comparé à la chirurgie sur un critère combiné décès, accident vasculaire cérébral avec séquelles, à 2 ans. Ici, la mortalité globale à 1 an et la mortalité cardiaque, sans différence significative entre les 2 techniques, en notant une tendance en faveur du TAVI. Même constatation pour le risque d'infarctus du myocarde et le risque d'accident vasculaire cérébral avec séquelles. En revanche, pour d'autres événements, il y a une différence documentée en faveur du TAVI. C'est le cas de la fibrillation atriale post-opératoire. C'est également le cas de l'insuffisance rénale aiguë, le risque de saignement majeur et enfin le risque de réhospitalisation. À l'inverse, le TAVI est associé à plus de troubles conductifs. C'est ce qu'on a observé dans l'étude Evolute Low Risk avec la valve auto-expansive, qui est associée à un taux d'implantation de pacemaker supérieur comparé à la chirurgie. Dans l'étude Partner 3, il y a plus de bugs de branche gauche chez les patients traités par TAVI. Il y a également un peu plus de fuites paraprothétiques, modérées ou sévères, même si les taux observés sont faibles, en notant que les valves utilisées n'ont pas été les valves de dernière génération, en tout cas pour l'étude Evolute Low Risk. Enfin, soulignons que les patients récupèrent plus rapidement après une procédure TAVI, comme en témoignent ici les résultats sur le stade fonctionnel NYHA à 1 mois, le test de marche de 6 minutes et le questionnaire de qualité de vie, cette différence n'étant plus significative à 1 an. Et donc la question est de savoir s'il faut étendre dès maintenant l'indication des procédures TAVI chez tous les patients à bas risque, quel que soit leur âge. La question est non, et pour plusieurs raisons.
La première est que les études randomisées dont je vous ai parlé avaient des critères d'exclusion, parmi lesquels une atteinte coronaire sévère, les valves bicuspides étaient exclues, les polyvalvulopathies sévères associées. Autre élément est de noter que l'âge moyen des patients dans ces études était d'environ 73 ans et donc il faut être prudent avant d'extrapoler les résultats chez les patients plus jeunes, en particulier de moins de 70 ans. Un autre élément est l'absence de résultats à long terme dans ces deux études. Sur la partie gauche de la diapositive, les résultats à 5 ans de l'étude Partner 2 sans différence en taux d'événement entre les deux techniques, TAVI et chirurgie. À droite, vous avez les résultats du registre France 2 à 5 ans. Et comme vous pouvez le noter, il y a un très faible taux de détérioration valvulaire structurelle, ce taux étant comparable quelle que soit la valve utilisée. Enfin, abandon de problème du remboursement. Les procédures TAVI chez les patients à bas risque sont actuellement non remboursées. Les industriels ont déposé des dossiers auprès de la Haute Autorité de Santé. Ce processus de remboursement est en cours et devrait aboutir au cours de l'année 2021. Enfin, d'autres questions peuvent se poser, en particulier si on étend les indications à des patients plus jeunes, le traitement d'une dégénérescence de bioprothèse implantée par voie transcathétaire, l'accès au coronaire, et la question se pose particulièrement pour les valves auto-expansives, l'impact pronostic d'une fuite paravalvulaire, et puis aussi la prévention et le traitement des troubles conductifs et leur impact sur le long terme. Alors, en conclusion, on peut retenir que le TAVI est déjà utilisé chez les patients à bas risque, puisque tous les patients octogénaires sont déjà traités par TAVI, quel que soit leur niveau de risque opératoire. La question est de savoir comment et quand étendre les indications. Quand? Probablement dans le courant de l'année 2021. Comment? En dépassant le curseur aux patients plus jeunes, de 75 ans et plus, voire 70 ans et plus. Le remboursement des procédures à bas risque attendues dans le courant de l'année 2021 et la publication des recommandations européennes sur les valvulopathies attendues au mois d'août prochain 2021 devraient nous aider à poursuivre cette révolution. Je vous remercie. Merci Hervé pour cette superbe présentation. Donc le TAVI dans les patients à bas risque est un sujet assez controversé. Qu'est-ce que tu penses des recommandations américaines? Les recommandations européennes ne sont pas encore sorties, mais les recommandations américaines sont sorties et certains jugent que ces recommandations sont assez, disons, libérales par rapport à la place du TAVI chez les patients à bas risque. Certains pensent que peut-être on aurait dû mettre une limite d'âge parce que, bon, une des grandes inconnues par rapport au TAVI, c'est sa durabilité à long terme. Donc, qu'est-ce que tu en penses? TAVI versus espérance de vie versus durabilité de la prothèse? C'est une très bonne question. Effectivement, ces recommandations sont assez libérales. Pour les rappeler, au-delà de 80 ans, le TAVI est bien sûr la technique de référence lorsqu'il est techniquement faisable. Chez les patients de moins de 65 ans, c'est la chirurgie qui reste la référence. Et puis finalement, entre 65 et 80 ans, dans ces recommandations, les deux portes sont ouvertes et laissées un petit peu à la libre appréciation de la HORTIM. Et c'est toute la difficulté actuelle, en sachant que dans la HORTIM, il y a les cardiologues, il y a la vision des cardiologues, mais aussi la vision des chirurgiens. Et quand on reprend ces recommandations, finalement, on nous demande de discuter avec les patients en mettant effectivement en avant les avantages des deux techniques. La limite actuelle du TAVI chez les patients à bas risque et chez les patients plus jeunes, c'est en effet l'absence de données à long terme sur la durabilité des prothèses. Alors, personnellement, bien que étant très intéressé par le TAVI pour des raisons évidentes, je suis quand même assez chirurgical chez les patients les plus jeunes et j'aurais tendance à mettre une barre à 70 ans vraiment assez rigoureuse, c'est-à-dire que on ne sait pas vraiment très bien ce que deviennent ces valves à distance, les valves TAVI. On pense à faire un TAVI dans TAVI, mais on ne sait pas très bien
combien de temps ça va durer, tout ça. Quand on pose la question aux Américains, ils parlent de tout ta vie, c'est-à-dire en fait, ils n'hésiteraient pas à imaginer un troisième ta vie dans ta vie, voire éventuellement un quatrième, etc. Et je crois qu'on marche un peu sur la tête. Je ne sais pas personnellement si les chirurgiens ont l'habitude de retirer des valves à long terme quand elles sont défectueuses. Est-ce que c'est vraiment possible de remplacer une bioprothèse qui était implantée il y a 10 ans, par exemple, pour mettre une valve chirurgicale? Est-ce qu'on n'est pas obligé de se tourner vers un Bentall systématiquement? Enfin, quand je mets tout ça, mon impression, c'est que chez les sujets les plus jeunes, j'aurais tendance à proposer de faire encore de la chirurgie, et non seulement de la chirurgie, mais de la chirurgie avec une valve mécanique, de façon à régler le problème une fois pour tous pour les patients, en sachant qu'il y a des anticoagulants qui sont maintenant nouveaux et qui permettent peut-être de faire ça plus facilement sans risque hémorragique. Je voulais te demander ce que tu en penses. Est-ce que tu continues à encourager la chirurgie chez les patients les plus jeunes, et en particulier des valves mécaniques? Non, mais je suis d'accord Alain, sur tes commentaires, les patients les plus jeunes, et je suis assez d'accord sur cette valeur seuil de 70 ans. En revanche, chez les patients qui ont entre 70 et 80 ans, eh bien, je pense qu'on a suffisamment de données maintenant pour élargir un peu plus ces indications de l'UTAVI. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut qu'on avance avec les chirurgiens pour au moins offrir les deux possibilités aux patients chez les patients de 70 à 80 ans. Et dans un premier temps, nous pourrions avancer ou dépasser le curseur à 75 ans et proposer le TAVI comme technique de référence aux patients de plus de 75 ans pour qui c'est techniquement possible, et ce n'est pas encore le cas actuellement. Donc, il y a vraiment une discussion à poursuivre avec nos collègues chirurgiens pour avancer sur cette belle aventure que tu as initiée, Alain. Merci beaucoup, merci. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Philippe, tu as des commentaires sur la part des indications chirurgicales actuelles et des valves mécaniques, notamment chez les patients les plus jeunes? Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement passé de mode au Canada, ou est-ce qu'on est tout bioprothèse? Au Canada, on est de plus en plus bioprothèse, je dirais, et la décision est plus de savoir quelle intervention on fait en premier, chirurgie versus TAVI. On est quand même assez, chez les patients jeunes avec espérance de vie assez longue, on est plutôt tendance à utiliser la chirurgie qui a été bien validée quant à la durabilité. Donc, notre seuil d'âge est peut-être un petit peu plus haut que ce qui est dans les recommandations américaines, qui sont peut-être un petit peu plus agressives. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer au niveau des recommandations européennes. On est assez équilibré, je pense, par rapport à chirurgie versus TAVI. Et sur ce, je vais me permettre de conclure cette session qui a touché à plusieurs, je pense, sujets chauds et controversés. Quand on regarde le RAC asymptomatique et le timing de l'intervention, le RAC à bas débit, bas gradient, qui est une entité très compliquée, et ce qu'on vient de discuter, donc le TAVI chez les patients à bas risque, qui reste encore une question, je pense, encore non résolue, et qui va faire encore couler beaucoup d'encre et de salive pour les prochaines années. Sur ce, je vous remercie tous pour cette belle session. Merci beaucoup.